Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une idée pour le moins radicale tirée d'une vidéo. Et si un seul et même groupe, une minorité, était en fait à l'origine de la plupart des souffrances dans le monde? C'est une affirmation qui a de quoi surprendre. Voyons ensemble comment la source en question construit son argumentation. Allez, on plonge directement dans le sujet. Pour commencer, la source joue la carte du mystère. Elle ne dit pas tout de suite de qui il s'agit, histoire de nous mettre en condition pour une révélation qui se veut assez inattendue. La question est posée, comme ça, de but en blanc. L'objectif, c'est clair, c'est de nous faire réfléchir, de nous demander à qui on pense spontanément, et probablement de nous mettre sur une fausse piste. C'est une manière de nous inciter à questionner nos propres idées reçues sur la violence. Et voilà, la phrase qui lance tout. Non seulement ce groupe existerait, mais en plus, le simple fait d'en parler serait un tabou absolu. On comprend tout de suite que le sujet est sensible. Bon, alors, qui est cette fameuse minorité? Le suspense s'est levé dans cette deuxième partie, qui désigne très clairement le coupable, selon la source. Et la réponse, ce n'est pas un groupe ethnique ni religieux. Non, la source vise directement les personnes qui agissent au nom de l'autorité politique. Sa thèse principale, c'est que le problème, ce n'est pas tant qui est au pouvoir, mais bien le concept même de gouvernement. Pour être plus précis, la source utilise le terme de « classe dirigeante » et la définition qu'elle en donne est vraiment la clé de tout. Il ne s'agit pas d'un parti ou d'une idéologie, mais de n'importe quelle minorité qui se sert de la violence ou de la menace de la violence pour gouverner la majorité. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour la source, l'étiquette qu'on colle sur le régime n'a finalement que peu d'importance. Qu'on parle de monarchie, de dictature ou même de démocratie, l'argument est que sous la surface, tous ces systèmes partagent les mêmes fondements. La violence, ou du moins la menace de son usage, pour imposer des règles. D'accord, mais comment cette classe dirigeante arrive-t-elle à garder le pouvoir, concrètement? La source explique que tout repose sur une idée bien précise, le monopole de la violence. Au cœur de ce système, il y aurait un énorme double standard. En gros, des règles pour les gens normaux et d'autres complètement différentes pour ceux qui représentent l'État. Ce tableau y résume parfaitement l'idée. C'est assez frappant. Prenez des actions identiques, elles changent complètement de nom. Pour un citoyen, prendre de l'argent sous la menace, c'est du vol, point final. Pour l'État, ça devient de la fiscalité. La violence devient l'application de la loi. Et c'est justement ce glissement de vocabulaire qui, d'après la source, rend tout ça acceptable. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. La source insiste vraiment là-dessus. Seule cette classe dirigeante s'arroge le droit exclusif de voler et d'être violent, un privilège qu'aucun autre groupe dans la société n'oserait même imaginer revendiquer. Bon, mais si tout ça est basé sur un double standard, comment se fait-il que la majorité des gens l'acceptent? C'est là qu'on entre dans les raisons psychologiques que la source avance pour expliquer pourquoi l'autorité perdure. Là, l'argumentation devient plus fine. Pour la source, le pouvoir de l'État ne repose pas que sur la police ou l'armée. Non, il repose avant tout sur une idée bien installée dans la tête des gens. La croyance que cette autorité est juste et légitime. Cet exemple est très parlant. L'utilisation du « nous » quand on parle des actions de l'État, comme nous avons envahi l'Irak, ça montre à quel point l'identification est forte. On finit par voir les décisions de quelques dirigeants comme si c'était les nôtres. La source va même jusqu'à détailler ce processus psychologique. Ça commencerait dès l'enfance, avec ce conditionnement à s'identifier à l'État. Puis on en vient à voir ces actions comme les nôtres. L'étape 3, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. On finit par croire qu'on peut déléguer à l'État des droits qu'on n'a pas soi-même. Et à la fin, tout ça est verrouillé par notre propre identité. Critiquer l'État, c'est comme s'autocritiquer, ce qui rend toute remise en cause extrêmement difficile. Alors, face à ce tableau un peu sombre, est-ce qu'il y a une porte de sortie? La dernière partie s'intéresse justement à l'alternative que la source propose. La solution ici, ce n'est pas une révolution armée, mais plutôt une révolution des esprits. La toute première étape, selon la source, ce serait tout simplement d'arrêter de croire aux mensonges. Arrêter de penser que cette autorité basée sur la violence est légitime. C'est un acte de désobéissance purement mentale en fait. Ici, on a les deux modèles mis côte à côte. D'un côté, le système actuel, basé sur l'autorité, qui mènerait à la peur et à la soumission, et de l'autre, un modèle d'autogouvernance, qui, à l'inverse, encouragerait l'autonomie et la responsabilité de chacun. Il faut être clair, reprendre son autorité, ça ne veut pas dire devenir son propre petit dictateur. La source insiste bien là-dessus. Il s'agit plutôt de reprendre le contrôle de ses propres actions, d'être responsable, et surtout de se défaire de l'idée qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, d'une autorité, pour nous dire comment vivre de manière juste. Et on va se quitter sur cette question qui reste volontairement ouverte. Si la croyance en l'autorité est vraiment le cœur du problème, comme le suggère la source, alors ça veut dire quoi concrètement dans la vie de tous les jours de reprendre sa propre autorité? C'est une pensée assez vertigineuse qui, c'est sûr, laisse matière à réflexion. Merci d'avoir suivi cette mise en perspective.